Alors, du coup, merci d'avoir choisi cette salle pour ce début d'après-midi. Je suis avec deux micros, je suis extrêmement flatté finalement. Donc, c'est la 9e édition d'Agile en scène. Moi, ça fait 8 ans que je suis orateur. Voilà, j'ai pas fait la première, je sais pas pourquoi. Donc, je suis évidemment complètement ravi et fier d'être ici. Agile en scène, c'est vraiment un endroit que je suis depuis le début. J'ai fait à peu près tous les lieux qu'Agile en scène a fait. Et je suis ravi que cette conférence existe, continue à exister, grâce notamment à ses sponsors qui nous ont permis de manger à midi. Voilà, merci à eux. Sans eux, on n'aurait pas pu manger. Et voilà. Applaudissements pour les sponsors, effectivement. Voilà. Donc, ces mondanités étant faites, donc moi je m'appelle Fabrice, je suis le chef du centre agile de l'INSEE. Voilà, centre agile dont on vous parlera un petit peu plus tard. Et il faut que je te passe le relais. Et oui, donc bonjour, moi c'est Clémentine, donc apprentie statisticienne, c'est-à-dire que actuellement je suis à l'ENSAI, donc l'École nationale de la statistique et l'analyse de l'information. Et j'ai eu l'occasion de faire mon stage avec Fabrice, la chance, je dirais même. Et donc c'est pour ça que je me retrouve ici pour vous parler d'IA, qui était le sujet de mon stage. Voilà. Elle a de la chance parce qu'elle a survécu déjà aussi à ce stage. Alors, histoire de saper le moral un petit peu aux gens en commençant, hein, je vais vous passer quelques news un peu récentes qu'on a vues passer ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines pour certaines. Alors la première, est-ce qu'il y a des gens de chez Accenture dans la salle? Ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Alors, il faut montrer que vous êtes adapté à l'IA, si vous êtes de chez Accenture, parce que les inadaptés, on les vire, on les vire. Il faut s'en débarrasser. Déjà 12 000 qui ont pris la porte parce qu'ils étaient inadaptés à l'IA. Voilà, donc ça fait plaisir. Peut-être qu'un jour dans les entreprises il y aura plusieurs quotas. Voilà, il y aura un quota peut-être d'handicapés, puis il y aura un quota d'inadaptés à l'IA. Voilà, peut-être c'est ça l'avenir qui nous attend. On va bien rigoler. Est-ce qu'il y a des freelances dans la salle? Pas de chance. Ça nous a fait plaisir. Tu cherches Pôle Emploi, c'est France Travail, pardon. C'est par là-bas que ça se passe. Donc Duolingo vire les freelances. Et on a même, alors je vous ai mis des noms de marques comme ça. Ça vous, selon votre conscience écologique et tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des choix. Donc chez Shopify, le PDG de Shopify a dit carrément que l'emploi, c'est vraiment en dernier recours, à condition que qu'on lui prouve qu'une IA peut pas faire le taf. Là, du coup, il est prêt à faire un recrutement. Donc là aussi, ça nous promet des beaux jours, bien entendu. Et puis, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? À part toi? Oui, bravo, super. Voilà, si vous êtes jeune, vous êtes plutôt mal barré, quand même. Voilà, c'est quand même ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que voilà, finalement pour une fois, il faut mieux être vieux dans les entreprises. Voilà, donc c'est le truc assez clair. Alors, si vous êtes en plus dans une école d'informatique, quittez-la vite, puisque le PDG de Nvidia, c'est un truc un peu connu quand même en informatique, déconseillait publiquement d'apprendre à coder. Voilà. Et le cofondateur de GitHub dit le futur du code, c'est pas de code du tout. Donc du coup, si vous avez vous-même ou des enfants qui faites une école d'informatique, faites-leur faire autre chose. C'est le moment de faire de la psycho ou des trucs comme ça où on n'allait pas avant. De la pâtisserie, absolument. Des vrais métiers. Je suis d'accord. Et le bureau du travail américain prévoit que le nombre d'emplois dans le développement logiciel va baisser de 11% d'ici 2032. Donc ça s'annonce vraiment bien sympa tout ça. Et tout ça, du coup, grâce à l'IA. Et donc on est venu vous en parler aujourd'hui pour vous partager à quel point on est content d'être là. Alors on va employer, vous avez vu, on a bossé le look quand même. Vous avez vu, avec une IA d'ailleurs. Voilà, donc on a pris un déroulé relativement classique. On va parler du contexte, du résultat et des risques. On dirait presque une étude de l'INSEE. Et puis on vous partagera enfin notre croyance
dans un avenir Encore meilleur. meilleur, effectivement, potentiellement meilleur, je dirais. Voilà. Alors, on y va. Du coup, le contexte, l'INSEE. Alors, l'INSEE, c'est une direction du ministère des Finances. Voilà, les gens ne le savent pas forcément, donc on le dit. On est comme les douanes, on est comme les impôts, mais nous, on est plus gentils. Voilà. On est les gentils du ministère des Finances. D'ailleurs, on prononce pas d'amende, quasiment pas. Donc on est les gentils. On est à peu près 5000 personnes réparties sur tout le territoire, que ça soit métropolitain ou un peu ailleurs. Et puis, notre métier, c'est d'éclairer le débat public. Et pour éclairer le débat public, rien ne vaut la data, évidemment. Donc on est complètement data-centrique. Et c'est pour ça que notre slogan, c'est mesurer pour comprendre. Pour mesurer, il nous faut quand même des instruments pour mesurer et il nous faut de la data sur laquelle faire ces mesures. Voilà. Donc ça, c'était le petit coup de pub pour l'INSEE. J'ai rien à vendre, moi, j'ai envie de dire par rapport à d'autres orateurs. Donc je vous dis les choses telles que je les pense. Voilà. Alors, l'agilité à l'INSEE, c'est 2007 à peu près. Donc pour une administration, c'est la préhistoire. Pour beaucoup d'entreprises, c'était la préhistoire aussi. C'est le moment où on a commencé à parler d'agilité. Même si notre première grande expérimentation, c'était 2010. Puis on a commencé à parler UX design depuis 2016. Et finalement, quand on concatène les deux, on obtient le mode produit, finalement. Ce qui est le Graal à peu près de tout. Qui est en train de faire une transformation en mode produit dans la salle? Ouh, vous n'êtes pas beaucoup. Vous êtes déjà en mode produit. Non, parce qu'ils ont. Ok, bon, ok. Voilà, donc c'est plutôt le truc dont tout le monde parle. Il va y avoir, à mon avis, une excellente conf de Rachel Jolin-Dubois dans le reste de la journée. Je vous la conseille parce que c'est la personne qui est probablement la plus pertinente sur cette histoire de mode produit aujourd'hui en France. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça fait un peu le mode produit. Il faut quand même restructurer son organisation, mais on est là-dedans. Tu veux ça et ça, tiens. Wow. Je te laisse la tu me laisses la zapette. Ouais, je te laisse cette responsabilité. Lourde responsabilité. Donc là, je vais vous présenter donc la démarche et comment on a vu les résultats qu'on va vous présenter. Donc moi, mon stage, l'intitulé, c'était l'apport de l'IA générative dans la conception de produits et projets au sein de la division informatique à l'INSEE. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà toute une démarche de renseignement sur les utilisations de l'IA, parce que même si j'étais assez renseignée sur ce sujet et c'est quelque chose qui m'intéressait, j'avais pas la manière dont on le fait en entreprise et qu'est-ce qui peut être fait. Ensuite, je suis allée voir donc directement sur le terrain, on peut dire. J'ai interviewé plusieurs développeurs, des product owners et aussi du coup des coachs agiles qui étaient directement dans le bureau, donc c'était assez pratique. Pour voir donc leur utilisation de l'IA, ce qu'ils en savaient, ce qu'ils faisaient avec, et est-ce qu'ils avaient des besoins particuliers par rapport à ça, comment ils voyaient l'avenir en fait de l'IA par rapport à ça. Et donc c'est c'est là-dessus qu'on s'est basé pour tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous présenter ce qu'on a vu pour les développeurs, parce que c'est très différent entre les développeurs, les product owners ou les agilistes. C'est une approche de l'IA très différente. Donc déjà, les développeurs, c'est un métier qu'on a trouvé très IA compatible. C'est-à-dire que la plupart étaient déjà lancés là-dedans, commençaient à l'utiliser. Quasiment 2/3 des personnes que j'ai rencontrées, et voire plus, utilisaient déjà l'IA dans leur quotidien. Par contre, j'ai pu remarquer une certaine hétérogénéité de l'utilisation de l'IA. Donc, c'est-à-dire que certains étaient très novices là-dedans, l'utilisaient un peu pour du débogage et encore, ça restait une utilisation très superficielle. Là où d'autres avaient essayé de se renseigner là-dessus, de justement pousser un peu cette utilisation et de voir ce qu'on pouvait en faire. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que c'est un cadre pour l'utilisation qui est très flou. C'est-à-dire que l'IA, ça pose un problème un assez gros problème qui est la confidentialité des données. Donc, ce qu'on met dans l'IA a vocation à rester dans l'IA et donc c'est donner de l'information à quelque chose qu'on ne sait pas ce qu'on fait ensuite. Donc, c'est vrai que le cadre était un
un peu flou dans le sens où les développeurs ne savaient pas vraiment situer le degré de confidentialité du code. C'est-à-dire que normalement, les codes de l'INSEE, donc sont des codes qui sont censés être publics depuis 2016, considérés comme des documents administratifs et donc doivent être open source. Donc, est-ce qu'un code est vraiment confidentiel et est-ce qu'on peut mettre le code dans l'IA? C'était une question c'était un questionnement de beaucoup de développeurs. Et accompagné à ça, on avait aussi une appréhension face à la surutilisation de l'IA, c'est-à-dire qu'un peu une peur de perdre en compétences en utilisant trop l'IA et de plus servir à rien et être juste une voix derrière la machine et donc perdre en compétences. C'est ce qu'on a pu remarquer. Suite à cela, du coup, j'ai voulu mettre en place une petite expérimentation pour répondre en fait à des besoins trouvés chez les développeurs. Donc, par exemple, beaucoup ne savaient pas comment utiliser l'IA d'une manière efficace et aussi d'une manière écologique, parce que c'est un sujet, une préoccupation qui arrive dans la tête de beaucoup de personnes. Est-ce que l'IA est écologique? Enfin, la réponse est non, mais comment on peut faire pour limiter au plus son impact écologique là-dessus? Donc, ce qui est bien de mettre en place, c'est donc des fiches mémo sur comment prompter, c'est-à-dire que comment bien prompter, avoir un prompt efficace qui respecte votre demande et aussi respecter donc l'alignement entre votre demande et ce que l'IA va vous ressortir. Associé à ça, donc on a ce que j'ai appelé le green prompting, ce qu'on appelle le green prompting, c'est-à-dire de coder d'une manière écologique. Donc c'est que chaque demande consomme le moins de données possible et pour ça, ça revient à très bien prompter et aussi demander à avoir des réponses courtes quand c'est nécessaire. Une dernière chose à mettre en place, qui est en train d'être mise en place du coup à l'INSEE, enfin qu'on aimerait qu'il soit bien mis en place à l'INSEE, c'est les GPT. Donc les GPT, c'est une sorte de prompt pré-mâché qui permet d'avoir de ne pas avoir à rédiger son prompt, mais de seulement spécifier donc sur le projet auquel vous parlez, et qui vous permet en fait d'avoir une requête qui respecte des demandes précises et un cadre précis donné en amont, et donc l'avoir de manière claire et précise et directement, et ça peut ça être partagé à tous les développeurs et être alimenté au fur et à mesure. Donc, ce qu'on aimerait dans l'avenir proche, ce serait une interconnexion à l'IDE, donc l'environnement de codage, qui permettrait en fait d'avoir directement une IA associée quand on code. Le frein actuel, c'est les risques de sécurité. En fait, ça pourrait être mis en place uniquement si on avait une IA intra-administration et qui permettrait du coup d'avoir une sécurité des données garantie. Et c'est en réflexion? C'est effectivement la condition pour qu'on puisse faire ça, c'est ça, hein, c'est qu'il y ait cette IA générative qui soit une IA générative dont on maîtrise finalement ce qui rentre et qui sort. Et c'est en cours de réflexion actuellement et on espère qu'effectivement ça va sortir relativement rapidement, ce qui nous permettra de faire ça. Parce qu'une fois qu'effectivement notre IA générative sera branchée sur l'IDE, eh ben, on pourra virer la moitié de nos développeurs. Non, évidemment. Donc ensuite, je vais passer pour les product owners. Ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un métier qui n'a pas l'air intéressé, ou en tout cas qui n'en voit pas l'intérêt. La plupart du temps, certains étaient au courant de l'IA et l'utilisaient pour des besoins personnels ou ont testé de leur côté, mais par contre, ne voyaient pas en fait l'intérêt de l'IA générative pour leurs besoins et pour leur métier. Donc, j'ai eu aucun exemple de personnes qui l'utilisaient actuellement dans leur métier. J'avais proposé de faire les comptes rendus de réunion en utilisant Notebook LLM parce que moi c'est ce que j'ai utilisé justement pour mon stage. Donc c'est une application web qui en fait est destinée à la recherche et le résumé de tout type de documents. Et donc moi ce que j'ai fait pendant mon stage c'était de prendre tous les interviews audio que j'avais enregistrées et de là j'avais une analyse et un résumé de tout ce qui s'était dit. L'IA donc sépare les voix et ça permet en fait d'avoir un compte rendu pré-mâché et fait assez simplement. Et donc j'ai eu quelques retours de product owners après leur en avoir parlé qui l'avaient utilisé et qui avaient du coup eu des comptes rendus de réunion qui étaient plutôt bien, certes à revoir à certains passages, mais qui permettaient d'avoir une base très propre.
Alors, en statistique, hein, il y a toujours les contre-exemples. Donc, à l'inverse, on a trouvé un product owner. Enfin, vraiment, c'était une surprise hein, pour nous, hein, le fait de devoir. On allait voir les product owners, et on a dit alors vous pensez quoi de l'IA? Ils ont dit personnellement super, professionnellement on voit aucun rapport avec notre métier. D'accord. Mais bon, pardon. Du coup, on a trouvé quand même un qui était extrêmement intéressé et qui était exactement à l'opposé de tout ça. C'est-à-dire que ce product owner, son truc, c'est le prompt design développement. Hein. C'est-à-dire que à l'inverse, globalement, il n'y a plus de dev. Voilà. C'est-à-dire que le PO interagit directement avec une IA. Il a fait en input, il a des maquettes qu'il a fait faire par une UX designer, une UX designer dans Figma. Et puis après, il s'est fait un backlog pour le coup. Et puis après, il interagit directement avec une IA générative qui lui crache le code. Et le retour d'expérience qu'il nous a fait, quand je dis qu'il n'y a pas de développeur, c'est pas tout à fait vrai. Le retour d'expérience qu'il nous a fait, c'est que en termes de génération vraiment du code pur, j'ai envie de dire, l'IA est bien meilleure qu'un développeur médiocre ou moyen. Je reviendrai très régulièrement sur cette notion de médiocre et moyen. Mais par rapport à un développeur médiocre et moyen, l'IA est plutôt meilleure. Et donc, s'il faut faire la balance, cette partie-là doit être faite par une IA générative. Par contre, ce que l'IA fait très mal et que l'humain fait très bien, c'est tout ce qu'il y a autour. L'intégration dans le reste du système d'information, le fait d'ajouter des fonctions un petit peu propres, un petit peu extérieures, telles que l'authentification par exemple, et puis tout ce qui est CI/CD, pour le coup, l'humain est beaucoup plus efficace que l'humain. Du coup, c'est une question de balance. Ça peut pas être tout l'un et tout l'autre, mais peut-être que, en tout cas dans son expérimentation, c'est la balance effectivement entre les deux. Et il faut faire par l'agent humain ou artificiel le plus efficace, sur en quoi il est le meilleur. Donc là, je vais vous parler de ce qu'on aimerait qu'il soit mis en place et ce qu'on verrait pour l'avenir. Pour les product owners, en fait, c'est d'utiliser l'IA pour la rédaction des US. Donc notamment pour découper des UX des epics en US. C'est un truc où l'IA est assez bonne là-dessus et en fait permet d'avoir toujours un travail plus rapide et plus efficace parfois. Donc pareil pour la formatation de US. Et le dernier point, donc ce serait le lien bilatéral avec Tulip, parce que Tulip c'est donc ce qu'on utilise à l'INSEE pour parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter Jira. Voilà. Et donc ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un lien directement fait avec une IA dedans, ce qui n'est pas le cas actuellement, et ce qui nous permettrait en fait de pouvoir mettre donc notamment ces US directement dans Tulip et d'avoir une priorisation, une construction de backlog faite et aussi un retour sur l'évolution du projet, donc avec notamment faire le traitement des données et de voir l'avancement du projet, si ça va assez vite ou non, ou ce genre de choses. Ouais, j'avais pas prévu de parler. Mais du coup, ouais, pour nous, ce lien, il nous paraît extrêmement intéressant dans le métier du PO de l'avenir. Le fait qu'on puisse enrichir notre outil de suivi, quel qu'il soit, avec une intelligence artificielle et générative, et qu'à l'inverse, notre IA générative puisse aller piocher les informations dont il a besoin dans Tulip ou un autre, afin de pouvoir proposer une roadmap, afin de pouvoir proposer des choses comme ça nous paraît extrêmement intéressant et la vraie valeur ajoutée, à notre avis, pour le PO demain, elle est là. Les agilistes. Donc la dernière catégorie de métiers qu'on a étudié, c'était les agilistes, donc les Scrum Masters ou les coachs agiles. C'est un métier qui, en tout cas à l'INSEE, utilise énormément l'IA, notamment pour la conception d'ateliers. En fait, ce qui permet d'avoir une base d'atelier, une conception d'atelier assez claire. Et en fait, pour concevoir aussi des formations, notamment imaginer des méthodes. Donc nous, c'est un truc qu'on a fait pour l'accueil des secondes. On a accueilli des secondes pendant 2 semaines à l'INSEE. Et donc pour les initier à l'agilité, on avait décidé donc de faire un premier atelier, notamment avec du Schtroumpf,
qui a été créée justement avec l'IA, et aussi toute une méthode où là on leur avait donné des rôles créés, générés par l'IA, qui nous avait donné l'idée, et d'avoir du coup une initiation à l'agilité très bien faite. C'est ça. Une expérience que j'ai mis en place, du coup, c'est ce qu'on a appelé le daily augmenté. Donc, le daily augmenté, c'était une manière de faire le daily, mais de manière automatique. Donc, le daily, c'est des réunions qu'on fait tous les jours pour faire un point sur l'avancement des travaux. Donc là, ce qui se passait, c'est que de manière automatique, on avait un mail envoyé tous les soirs avec 4 questions pour demander l'avancement des travaux, qu'est-ce qu'on comptait faire ensuite, et si on avait quel sujet on voulait aborder justement à la réunion du matin, le daily du matin, et si on avait besoin d'aide ou possibilité d'aider. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place, qu'on a testé. Et ensuite, donc c'était analysé, tous ces résultats étaient analysés par l'IA. Elle en faisait un résumé et ça envoyait un mail tous les matins, juste avant le daily, et ça permettait à tout le monde d'avoir déjà le compte rendu et de voir donc l'avancement de tout le monde, et ensuite de savoir les points à aborder pour éviter d'avoir une liste interminable le matin et d'aborder des sujets qui n'étaient pas intéressants. Donc ça a très bien marché, surtout dans cette équipe, parce que du coup c'était les coachs agiles qui c'est une équipe qui est multi-projet et multi-équipe un peu, et donc qui ont des fois besoin d'aller à d'autres endroits, et donc ratent ces réunions-là. Donc ça permet déjà d'avoir un compte rendu pour tout le monde, et ça permet aussi de mettre les points en lumière. Donc, Oui, je voudrais juste insister, tant que j'ai encore un peu de voix, sur le fait que l'objectif, c'était pas du tout de remplacer le daily. C'était de virer la partie un petit peu automatique et rébarbative du daily au profit de pouvoir garder ce temps sur les sujets donc il fallait à tout prix traiter collectivement à ce moment-là. Le daily, c'est un moment où l'équipe se synchronise. Et donc, il y a des choses dans la synchronisation qui sont automatiques. Et à la limite, le fait d'en parler n'a pas vraiment une valeur ajoutée. Par contre, il y a des choses qui nécessitent d'en parler. Moi, je crois beaucoup au dialogue afin de transformer les choses. Et donc, il faut garder cette place pour le dialogue. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir rester dans le même temps, mais de se focaliser sur ce qui avait le plus de valeur, ce qui finalement est quelque chose de très agile. Et donc, ce qu'on voit comme amélioration à faire, ou comme chose du futur, ce serait donc déjà de faire un Fabrice GPT, par exemple. Donc, ce serait un petit coach agile que vous avez dans votre ordinateur, qui est un petit GPT, et qui, en fait, a toutes les connaissances, et même plus que Fabrice a, donc s'il en a beaucoup. Et donc, en fait, qui permet d'être disponible 24 heures sur 24 et répondre, du coup, à toutes les demandes de l'équipe. Ça peut donc qu'on voit un peu comme le coach thérapeute de demain, finalement, qui est toujours disponible, et aussi toujours en lien avec le coach agile. Ça, c'est un truc qu'on trouve très important, c'est que il soit pas là tout seul et qu'il y ait de l'IA, mais sans contrôle derrière. Donc, il permettrait d'avoir, par exemple, on a imaginé comme des points sur l'équipe, ou des notifications qui permettraient de voir s'il y avait un problème ou non, s'il fallait intervenir. Et donc ça, c'est un peu une imagination qu'on a, voilà. Mais ça pose aussi des questions, notamment sur les risques que l'IA peut entraîner, parce que un peu une dépendance, c'est d'être là avec juste tout est remplacé en fait par l'IA. Donc ça fait partie des risques. Donc, Fabrice peut vous parler. Oui, sur ce sujet-là, on a été assez frappé par le fait que les articles qu'on a lus sur les gens qui tombaient amoureux d'une IA. Donc effectivement, le lien de dépendance affective, c'est un risque qui existe, qu'on peut pas du tout sous-estimer, et que du coup on a bien en tête. Alors du coup, moi je vais vous faire une partie sur les risques du coup qu'on a vus, qui me paraissent un peu les sujets qui nous attendent à peu près partout et sur beaucoup de métiers. Alors le premier risque, c'est sur le Dunning-Kruger augmenté. Alors le Dunning-Kruger, si vous savez peut-être ce que c'est, et si vous m'avez déjà écouté, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ça fait partie des choses qui m'obsèdent. C'est ce fameux biais de surconfiance. Alors pourquoi Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, ce sont 2 chercheurs américains qui ont étudié une situation un petit peu bizarre, c'est qu'il y a 2 pilleurs de banque qui se sont dit, s'ils se mettent du jus de citron sur la figure, ils seront invisibles aux caméras de surveillance. Parce que c'est de l'encre sympathique. Je vous jure que c'est vrai. Et ils l'ont fait, et à la surprise générale, ça n'a pas marché.
Et du coup, messieurs Dunning et Kruger sont allés les voir. Ils disent, mais vous n'êtes pas dit à un moment que c'est du jus de citron sur la figure, ça allait pas suffire? Pas du tout. Biais de surconfiance, on est persuadé que l'encre sympathique, machin, c'est pas la peine de faire un essai, on y va. Du coup, un des principaux risques de l'IA, c'est que ça va gonfler nos propres biais cognitifs. Voilà. Parce que la personne, vous allez être effectivement dans cette illusion de dialogue, et nos cerveaux sont câblés pour du dialogue. Donc ce dialogue, évidemment, il est extrêmement efficace. Mais ce dialogue, il est face à une IA, il n'est pas face à une vraie personne. Et du coup, vous allez vous retrouver dans une situation où finalement, vous allez vous retrouver là, dans cette montagne de l'ignorance. Ça, c'est le temps, hein, de débutant à expert. Et on passe tous, quel que soit le sujet, par une phase où on a l'impression d'avoir tout compris. Et qu'on comprend pas pourquoi, sur ce domaine-là, il y a des gens qui sont experts, ça fait 15 ans qu'ils travaillent dessus, alors que nous, on a fait 1 mois là-dessus, on a fait une formation certifiante, et ça y est, on sait déjà tout à Scrum, par exemple, ou à Safe, que vous voulez. Voilà. Et donc, descendre de cette montagne de l'ignorance, ça nécessite qu'on se prenne des murs. Et on se prend des murs parce qu'on a des discussions avec des vrais gens et des gens qui sont plus experts que nous. Et ça, l'IA, elle va pas le faire. Elle va renforcer un certain nombre de vos biais. Alors, je les ai notés parce que je commence à être vieux. Alors, le biais de surconfiance, j'en ai parlé. Le biais de confirmation, c'est-à-dire que vous allez piocher dans l'IA, et l'IA elle-même, d'ailleurs, va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, en règle générale, ne va pas vous challenger, ne va pas vous pousser en dehors de votre secteur de confiance. L'illusion de compétence, n'importe quelle personne est capable de parler de n'importe quel sujet aujourd'hui, grâce à un prompt bien fait. Le nombre de gens qui nous expliquent ce que c'est que l'agilité alors qu'ils n'en ont jamais fait, c'est quand même absolument incroyable. Là, si vous passez des appels d'offres, des choses comme ça, vous recevez des documents qui sont clairement générés par IA et pour lesquels on sent que les personnes ne maîtrisent absolument pas ce qu'il y a derrière. Mais par contre, ils ont recopié ce qu'il y a dans l'IA. L'illusion de compétence, le biais de disponibilité, parce qu'on ne va pas se forcer à lire des livres alors qu'on peut prompter. Voilà, tous ces biais de simplification un petit peu excessive, on va tous les retrouver. Et en plus, c'est exponentiel. Parce que du coup, l'IA va noter que vous êtes content de la réponse qu'il a apportée. Du coup, ça va confirmer l'IA dans le fait que la prochaine fois qu'on lui posera cette question, eh ben, c'est la bonne réponse. Voilà. Donc, c'est exponentiel, ce truc-là. Donc, c'est extrêmement risqué. Et on voit, alors, il y a un outil de mesure extrêmement précis, hein, que je vous invite à regarder. Ça s'appelle LinkedIn. Le nombre d'experts en mode produit qui a explosé depuis 1 an, c'est absolument incroyable. Alors, ce qui est assez visible, c'est que la structuration des postes est toujours la même. Avec les bullet points, c'est les mêmes. Donc, c'est assez facile à repérer. Et après, il y a des gens, on repère qu'il y a du fond. Il y a des gens, on repère que derrière, il y a du vide. Mais tout ça est fait avec un certain aplomb, ce biais de surconfiance dont je parlais tout à l'heure. Alors, l'IA, les dentelières et l'IA générative. Alors là, le parallèle qui est fait, c'est que quand on a créé, alors là je vais vous ramener à vos cours de lycée, mais une des premières étapes de l'industrialisation au 19e siècle, c'est quand on a créé les machines à filer automatiques, dans le Nord notamment, voilà. Et les gens qu'on a mis derrière ces machines, c'était des dentelières à la base, c'est-à-dire des gens qui avaient une technicité extrêmement pointue. Et du coup, on les a mis pour programmer des machines qui faisaient des tapis, qui faisaient de la dentelle, des choses comme ça. Donc finalement, cette expertise, elle a complètement disparu. Et on en revient à la question, et ça renvoie aussi à ce qu'on disait sur les développeurs. Qu'est-ce que ça veut dire si demain, on ne forme plus les développeurs au développement du code? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est où l'expertise, finalement? Voilà. Et le troisième point qui nous a marqué, alors, il y a un truc qui est sûr, je parlais de médiocre, de moyen et médiocre tout à l'heure, c'est que dans à peu près tous les métiers, je pense que Rachel tout à l'heure dira la même chose sur les coachs, un peu de patience, c'est-à-dire que les moyens et les médiocres, dans à peu près tous les métiers, vont être remplacés par une IA. Ça, c'est quasiment garanti.
Du coup, ça permettra de garder les bons développeurs, ceux qui sont au-dessus de la médiane ou de la moyenne, si vous voulez. Ça permettra de garder les bons PO, ça permettra de garder les bons coachs agiles, les bons managers, tout ce que vous voulez. Tout le reste. Alors, mettons. Il y a juste un tout petit problème, c'est que ces gens-là, ces seniors, on ne naît pas senior. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être junior. Et les juniors, eh ben, ils sont nécessairement parmi les médiocres et les moyens, temporairement. Et tout le sujet actuel, à mon avis, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va très bien. Parce qu'on a un vivier. Alors, j'ai pas que des gens qui ont la vingtaine en face de moi. Je vais vous surprendre. Donc, vous ne serez pas surpris si je vous dis que le vivier actuel peut très bien répondre à la demande actuelle. Il n'y a aucun problème. Mais que se passera-t-il quand ce vivier actuel commencera, alors, avec ce que nous attend, peut-être qu'on n'est pas prêt de partir à la retraite, vous me direz. Mais, alors, c'est peut-être l'idée, en fait. Enfin bon, en tout cas, il y a un moment, quand même, voilà. Qu'est-ce qui se passera si on ne fait pas l'effort qui n'est pas rentable économiquement? Ce n'est pas rentable économiquement de renouveler les experts et les seniors actuels. Une entreprise qui le fait, ce n'est pas rentable économiquement à court terme. On est tous d'accord. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire à long terme? Et on en arrive à notre croyance. Courage, ça se termine. Alors, une chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est ce qui se passe au niveau des médecins. Vous avez peut-être entendu que dans beaucoup de domaines, maintenant, l'IA générative est bien meilleure pour les diagnostics qu'un médecin humain. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus de médecins? Alors moi, je crois que non. Déjà parce que c'est statistiquement meilleur. Donc il y a des fois où le médecin humain peut prendre en compte des choses complètement disruptives que ne verrait pas une IA générative et peut quand même avoir un meilleur diagnostic. Donc c'est pas parce que statistiquement c'est vrai que c'est vrai à tous les coups. Alors il y a des fois où la statistique, bon, d'accord. En termes de médecine, j'aime bien quand même qu'on regarde les choses après la virgule. Parce que c'est la vie des gens. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines fédérations de médecins qui disent à leurs collègues, à leurs adhérents, vous devez conforter votre analyse, votre diagnostic humain avec celle d'une IA. Conforter, confronter, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a deux diagnostics. Il y a deux diagnostics. Il n'y a pas le médecin qui fait pas son diagnostic et qui pique le truc de l'IA. Il y a bien un diagnostic humain aidé par un diagnostic d'une IA générative. Et c'est donc du coup pour moi on est exactement à cette croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a deux routes possibles. La première route où effectivement on est dans la facilité intellectuelle. Alors le cerveau humain, pardon, est câblé pour la facilité intellectuelle, hein, pour la fainéantise intellectuelle. C'est-à-dire que le cerveau humain est extrêmement consommateur en énergie. Si vous avez lu les travaux cerveau 1, cerveau 2, tout ça là, vous savez ça. Mais globalement, ça veut dire que le cerveau humain, s'il y a une solution de facilité, il aura tendance à la prendre. Donc c'est un effort de ne pas faire ça. Donc il y a une route qui nous amène vers le fait que notre expertise, notre savoir-faire, tout ça, elle est remplacée par celle de l'IA. Et puis il y a une route qui est à mon avis beaucoup plus difficile, où cette expertise, cette seniorité, pardon, elle est accompagnée par l'IA. Mais c'est un effort. C'est un effort qui est un effort intellectuel, et c'est aussi un effort financier, on le disait tout à l'heure, parce que c'est pas rentable à court terme. Et du coup, l'IA est un super outil d'apprentissage pour les juniors, pour les faire monter en compétence. Et ça a un coût. Ça a un coût très clair à court terme. Donc attention à la fainéantise intellectuelle, on est tous câblés pour ça, hein, attention. Hein. Mais pour moi, l'enjeu de demain, il est clairement là. C'est-à-dire sur le renouvellement du vivier actuel, c'est-à-dire nous, globalement. Et parce que sinon, on va plonger, ce qu'on a commencé à voir avec la dernière courbe que j'ai montrée tout à l'heure, hein, c'est celle des échos, où on voyait que les 22-25 ans, le taux le nombre de gens qui travaillent dans le développement chute. Hein, je vous rappelle cette courbe-là. Sinon, on va mettre tous ceux qui sont actuellement en cours d'études ou qui sont au lycée
dans une situation où on se retrouvait sans emploi. Et globalement, ce qui était les métiers un petit peu d'or d'hier vont devenir des choses extrêmement, extrêmement difficiles de se placer. Donc je dis l'IA générative peut mener à la révolution, pardon. C'est exactement ça, quoi. C'est quelle société on veut construire. Et finalement, le principal risque, à mon avis, aujourd'hui, il est là-dessus. Voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui.